Bienvenue dans l'émission Le Business du Fitness, le podcast pour comprendre le futur du fitness et inspirer tous les professionnels à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Je suis Andy, coach sportif depuis 20 ans et j'accompagne des coachs et des patrons de clubs à créer un business dont ils sont fiers. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes inspirantes. L'idée est de rentrer dans leur tête et de comprendre comment ils en sont arrivés là aujourd'hui. Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Adrien Matter. Le parcours d'Adrien est inspirant et très révélateur sur les difficultés que l'on va rencontrer dans notre métier. Malgré son succès et un agenda rempli, il s'aperçoit que s'il continue comme ça, il va droit dans le mur. Il nous explique toute sa démarche et comment il réussit aujourd'hui à concilier son business et sa passion. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Adrien. Comment se lancer et progresser dans le yoga et le pilates. Comment écrire un livre. Comment construire un podcast. Comment gérer sa carrière pour éviter de partir en burn-out. Comment construire un business en ligne et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Adrien Matter. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Le Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Adrien Matter, formateur et enseignant en yoga et en pilates. Enchanté, Adrien. Salut, Andy. Première petite question pour se chauffer. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter pour savoir un petit peu qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui? Alors, je m'appelle Adrien Matter, j'ai 36 ans. Je suis enseignant de yoga et de pilates. Je suis également formateur de professeurs. J'ai publié un livre qui s'appelle « Le yoga pour les hommes » l'année dernière aux éditions Le Duc. Et je suis hôte d'un podcast qui s'appelle « La tête aux pieds ». Excellent, excellent. Voilà, Il y a plein de choses, en fait que j'aimerais discuter avec toi, notamment voilà, ton business online. Le fait que tu aies écrit un livre, le fait que tu t'es lancé aussi dans le podcast. Donc, il y a plein de choses passionnantes. Ce que j'aimerais d'abord savoir, c'est comment tu es rentré du coup dans le yoga et dans le pilates. Comment ça s'est fait? Alors, c'était l'aboutissement d'un processus assez long. Quand j'étais enfant, je n'étais pas très à l'aise dans mon corps. J'étais obèse, j'étais maladroit et je détestais le sport. Et puis, adolescent, mon corps a un peu changé. Je me suis pris de passion pour les arts martiaux que j'ai pratiqués assez intensément en parallèle de mes études. Comment tu es venu à faire des arts martiaux du coup C'est vraiment par hasard parce que voilà, la vie, des fois, t'amène des rencontres comme ça. Et j'ai un pote qui a commencé et qui m'a dit viens voir, c'est bien. Et bon, j'y suis allé surtout pour être avec mes potes, justement. Au début, j'étais pas très régulier, pas très sérieux. Et puis petit à petit, quand même, ça m'a fait du bien. Et, j'ai eu la chance de tomber dans vraiment une bonne école. Donc, petit à petit, il y a eu des gens aussi quand on est en construction à l'adolescence, on cherche des modèles et donc des gens à qui j'ai eu envie de ressembler un peu, même si je ne l'aurais pas forcément dit comme ça à l'époque. Donc, je me suis beaucoup investi dans la pratique. Je faisais des études universitaires à côté parce qu'il n'y avait pas beaucoup de débouchés professionnels dans cet art martial-là, mais j'avais quand même envie de me professionnaliser. Et au bout d'un moment, j'ai fini par passer un BPGEPS AG2F, donc métier de la forme, en gros, fitness et muscu et coaching, parce que ça donnait une équivalence pour enseigner l'art martial de façon professionnelle. Ça faisait un peu l'équivalence brevet d'État. Et en fait, je ne suis pas allé jusqu'au bout de cette démarche de l'enseignement des arts martiaux, mais par contre, grâce au fitness, j'ai rencontré le yoga et le pilates à peu près en même temps. Et moi, le fitness n'était pas une vocation. Ça m'a apporté beaucoup de choses, notamment au niveau de l'anatomie, mais les pratiques ne me plaisaient pas plus que ça. Et dans le yoga et dans le pilates, j'ai trouvé un mélange en fait entre les arts martiaux, une approche plutôt asiatique du corps ou orientale, disons, et quelque chose de plus raisonné au niveau de l'anatomie, de l'entraînement, plutôt un équilibre entre l'Asie et l'Occident, disons, et ça m'a beaucoup plu. Et puis, il y avait une habileté, une adresse dans l'entraînement, mais sans plus taper personne et sans plus prendre de coups. Et ça, c'était bien parce que moi, je m'étais quand même beaucoup blessé. Donc ça m'allait. Ouais, tu as trouvé un équilibre, quoi. Exactement. Et donc, je suis venu à ça. Dans le Pilates, j'ai travaillé donc sur tapis, sur machine. Je suis devenu formateur de professeur. En yoga, j'ai commencé par le Vinyasa, une forme assez dynamique.
Et ensuite, je suis allé vers des formes plus restauratives, donc le yin yoga, où on reste longtemps dans les postures, c'est statique, c'est des postures au sol. C'est assez doux, mais ça permet d'aller travailler vraiment en profondeur. Et j'ai fait aussi un peu de yoga nidra, ça se rapproche de la sophrologie ou de l'imagerie mentale, où en fait, là, par des techniques de relaxation, on induit un état de conscience un peu modifié. Et après, on peut visualiser des images. Voilà, ça ressemble beaucoup à la sophrologie ou à des techniques plus modernes comme ça. OK, excellent. Voilà, Et donc il y a eu tout un passage comme ça. et je sais qu'il y a beaucoup de questions sur, voilà, sur le yoga, le pilates. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, à ceux qui aimeraient rentrer dans ces pratiques-là? C'est quoi qu'est-ce qu'on doit faire comme cursus? Parce que je sais qu'en yoga, il y a énormément de courants de pensée, de façons de faire. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces personnes qui ont envie de se lancer un petit peu? Alors, juste pour comprendre, pour ceux qui se lancent dans la formation, ceux qui voudraient enseigner ou ceux… Ceux qui Ouais. voudraient enseigner, ouais, ouais. Alors, je pense que ça dépend de l'expérience qu'on a. Par exemple, moi, quand j'ai fait mes formations de yoga, j'étais déjà diplômé en BPGEPS, j'avais enseigné les arts martiaux aussi un peu. Je pense que si on n'a pas d'expérience, beaucoup de l'entraînement et de l'enseignement, de toute façon, il faut commencer par un 200 heures, une formation de 200 heures, mais en fait, c'est très court quand même, 200 heures. Donc, c'est le passage obligé pour commencer à enseigner. Mais je pense qu'il ne faut pas s'en tenir là. Il y a la possibilité de faire des formations complémentaires et il faut saisir cette opportunité parce que je ne pense pas qu'on puisse devenir enseignant en 200 heures si avant on faisait autre chose. C'est vraiment un métier. Donc, il y a la possibilité de suivre des modules complémentaires, mais aussi, moi, c'est comme ça que j'ai appris le plus dans les arts martiaux, en tout cas, c'est de trouver un professeur qu'on apprécie, qui nous inspire, qui respecte aussi ses élèves et de le suivre le plus possible pour s'inspirer de lui et d'autres aussi, de fréquenter un maximum de professeurs, mais aussi d'avoir une référence. À mon avis, c'est pas mal au départ pour se Mhm. former. Et voilà, et que la formation, c'est en continu, mais je ne pense pas que sans expérience préalable de 100 heures, ce soit vraiment suffisant, parce que le yoga, c'est quand même, en tout cas le yoga postural, parce que ce qu'on identifie au yoga, c'est un travail de posture, mais dans le yoga, il y a plus que ça, logiquement. Euh, les, les postures, c'est tellement complexe et c'est merveilleux parce que ça offre beaucoup de possibilités, mais ça peut aussi exercer des contraintes assez fortes sur le corps. Donc, il faut bien comprendre. Donc, je rajouterais aussi que se former et se former à l'anatomie, surtout comprendre comment le corps en mouvement fonctionne, parce que sinon, on court le risque de proposer des choses aux gens qui ne sont pas adaptés et qui vont finalement avoir un effet néfaste sur les articulations, notamment les genoux, le bas du dos, les épaules. Donc, la priorité quand on prend un groupe en charge, c'est de préserver l'intégrité physique et morale des pratiquants. Donc, à mon avis, une des clés pour préserver l'intégrité physique, c'est de connaître l'anatomie. Donc, pour résumer, le 200 heures, c'est le début, mais il y a des modules complémentaires et surtout choisir quelque chose qui est orienté vers l'anatomie. Et côtoyer un prof qui soit inspirant et qui puisse être une prof, hein, qui Mhm. puisse être une source d'inspiration dans son discours, mais aussi dans la façon dont il se positionne avec les élèves. Et je Ok. trouve que c'est difficile par rapport… En Pilates, par exemple, c'est plus long. Déjà, la formation, c'est 1 année. C'est beaucoup plus exigeant en termes d'engagement, en termes d'heures passées à observer, à enseigner, à pratiquer. Et donc, c'est difficile pour les profs de yoga, je trouve, parce que voilà, juste avec 200 heures, on est officiellement prof et on est capable d'enseigner. En tout cas, on est estimé capable d'enseigner, mais c'est compliqué. Donc, il faut chercher du soutien là où on peut. Ok. Ouais, il n'y a pas forcément on va dire, de voie toute tracée, de cursus. C'est un peu, après, c'est beaucoup de travail, je pense, personnel, être assez autodidacte pour avancer dans la voie qu'on a aussi envie de tracer, quoi. Exactement. Alors, je sais qu'il y a une formation alternative que moi, je n'ai pas suivi ce cursus-là, mais il y a l'École française de yoga qui propose une formation en 4 ans. Donc là, c'est beaucoup plus dense et beaucoup plus engageant. Donc ça peut être une possibilité aussi. Mais Alors, est-ce qu'on est obligé aujourd'hui d'avoir le BP? non, 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 Non? c'est ça, parce que le yoga, en fait, alors, moi, je parle de ce que je connais, hein. Je ne pense pas que ça ait changé, mais il me semble que le yoga, avec la danse, c'est la seule activité qui dépend du ministère de la Culture.
et pas du ministère Jeunesse et Sport. D'accord. Ok. C'est moins encadré. Ok, Mais je ne savais pas. pour enseigner la danse, c'est super compliqué. Enfin, le DE, c'est très exigeant. Et donc, le yoga, alors que maintenant, il y en a partout, c'est peut-être une des activités qui est le moins encadrée administrativement. Mais ça, je ne suis pas sûr. Enfin, donc, c'est pratique, parce que l'intérêt de 200 heures et de commencer à travailler, c'est que voilà, on peut travailler, on peut rembourser, parce que c'est un engagement financier aussi, et on peut continuer à se former. Alors que cette formation en 4 ans dont j'ai parlé juste avant, on peut travailler qu'au bout de 4 ans, donc il faut s'organiser aussi dans sa vie personnelle et financière pour pouvoir gérer ça. Ce n'est pas toujours évident. Mais voilà, je trouve que vu la complexité de la discipline et la façon dont maintenant c'est répandu, je pense que et les enseignants et les pratiquants gagneraient à ce que ce soit un petit peu plus encadré, à mon avis. Ok. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ta formation BPGEPS? L'anatomie, c'est clair. Que moi, juste avant, en fait, si je suis venu à tout ça et l'intérêt, il était aussi personnel de pratiquer le yoga et le pilates, c'est que dans les arts martiaux, je me suis beaucoup blessé. Donc moi, je suis arrivé en formation de BPGEPS et j'avais un peu plus de 25 ans et j'avais déjà de l'arthrose de hanche et une discopathie, plus 1000 autres lésions moins sévères. Et en fait, j'ai compris pourquoi je m'étais blessé et comment ne plus me blesser. Donc ça, c'était quand même un grand bond. Avant ça, il y avait des parties du corps qui étaient un peu mystérieuses, genre la hanche, c'était un truc genre la hanche. Alors non, en fait, c'est un fémur qui rentre dans le bassin. Et tout de suite, de voir des images et tout ça, moi personnellement, ça m'a fait faire un bond. Et je pense que dans la façon dont je suis capable maintenant de prendre les gens en charge, ça n'a plus rien à voir, quoi. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, quelle que soit la discipline qu'on étudie, l'anatomie, elle doit être au centre. Et à partir de là, on comprend. Mais ça pourrait être aussi la psychologie, par exemple. Enfin, comprendre avec quels matériaux on travaille et ensuite comment la discipline qu'on enseigne vient s'articuler autour. Ça, c'est vraiment essentiel. Sinon, il y avait plein de bonnes expériences. Moi, j'ai souffert terriblement parce que je pense que je suis profondément arythmique. Alors maintenant, ça va mieux, mais donc les cours de fitness, c'était un calvaire. Hein, vraiment, j'étais un peu la risée de la promo. Mais bon, voilà, ça m'a ouvert sur plein de choses. Et en fait, quand j'ai découvert le yoga et le pilates, j'avais juré de plus jamais faire de fitness de ma vie. Et en fait, pendant le confinement, j'ai pris un groupe en charge. Et donc, on n'avait pas beaucoup de place et tout ça. Et donc, je me suis retrouvé à faire des step touch et des petits mouvements. Enfin, maintenant, je peux les refaire avec plaisir et je vois l'intérêt avec ça. Tu vois, j'ai de la distance, je ne suis plus obligé d'enseigner ça pour gagner ma vie. Donc, j'y retourne de temps en temps avec plaisir. Et c'est très chouette, quoi. Mais donc, ouais, vraiment, le gros apport pour moi, c'était l'anatomie. Il y a eu plein d'autres choses, mais comprendre l'anatomie, c'était l'essentiel, quoi. Ok. Et du coup, comment se sont passés les débuts une fois que tu as commencé à te former en yoga et en pilates? Tu as décidé de quoi? De trouver des heures quelque part, de trouver un CDI? Comment tu t'y es pris? Alors, en fait, j'ai eu de la chance, vraiment beaucoup, parce qu'à chaque fois, c'est un peu le travail qui m'a trouvé. C'est-à-dire que il faut savoir que un des problèmes avec les formations de yoga et de pilates, c'est que c'est très onéreux, les formations. Moi, je m'étais arrangé avec un patron de salle qui voulait ouvrir un studio et il m'avait dit je te paye la formation et comme ça, après, tu me rembourses en donnant les cours. Ça peut être c'est une bonne astuce et un bon deal, ça. Ouais, mais bon, enfin là, il y avait un truc parce que du coup, il n'avait pas mis tous les moyens qu'il fallait. Donc, je donnais les cours de pilates et de yoga à côté du tapis de course et du stepper parce qu'il ne voulait pas investir dans une autre pièce ou un autre lieu. Donc, forcément, les gens, ils avaient du mal à venir pour la relaxation, si tu veux, au moment de… Oui, c'est sûr. C'était pas terrible. Et donc, il m'a dit, j'arrête en fait. Ça marche pas, c'est pas rentable, donc je te rembourse pas. Bref. Donc, à un moment, c'était un peu la galère et je me suis arrangé plus tard avec l'organisme de formation. Mais c'était une période un peu compliquée. Je suis allé dans un studio, j'ai vu une annonce. Et avant de rentrer, je ne savais pas comment j'allais payer. Et en sortant, j'avais 18 heures de cours par semaine. Et c'était… Voilà. Non, mais j'ai vraiment eu de la chance dans ma vie. Vraiment, vraiment. Donc, j'ai commencé Est-ce à que tu bosser crois dans un réellement que studio. c'est de la chance? Toutes les personnes que j'interviewe, à chaque fois, ils me disent que c'est de la chance. J'ai du mal à croire que tout le monde ait de la chance aussi. Quel est ton avis par rapport à ça? Alors, j'ai entendu une phrase je crois que c'est 50-50, mais il y a une phrase qui me reste dans la tête, c'est que Dieu déplace les montagnes, mais il faut quand même ramener sa pelle. Donc, je crois que voilà, tu crées aussi un peu ta chance.
Voilà. Et il y a Woody Allen qui disait 90% du boulot, c'est de se pointer. Donc au moins, voilà, voilà, j'étais au bon endroit au bon moment et j'avais aussi peut-être j'ai su trouver les mots et avoir l'énergie qu'il fallait. Mais donc j'ai Donc, tu commencé attaques avec 18 heures de quoi? Pilates, yoga ou un mélange des deux que ou... Pilates Que dans Pilates. un studio. Pendant longtemps, j'ai fait quasiment que du Pilates, même si j'étais déjà diplômé en yoga et que j'enseignais un petit peu. Mais il y a eu un shift après. Ok. Et comment se passe Euh, cette période-là, du coup? et plutôt bien. Et il faut savoir que du coup, en Pilates, on alterne dans les studios. Ce n'est pas vraiment des salles, c'est des studios. Donc souvent, c'est des anciens appartements où il y a des machines de Pilates, parce qu'en Pilates, on travaille sur tapis, mais aussi sur machine. C'est des machines avec des résistances exercées Réformeur par et des tout? ressorts. Exactement, réformeurs, Cadillac, chaises notamment. Et donc, sur là où je travaillais, et là où je travaille à nouveau d'ailleurs chez Kana, on alterne, c'est des demi-journées en fait, donc soit on fait la matinée, soit on fait l'après-midi. Et donc, on alterne sur les créneaux du matin et du midi des cours collectifs en petits groupes, 6, 8, 10 max, Ok. et des cours individuels. Donc, où là, c'est comme un coaching finalement, on retrouve des clients chaque semaine pour un suivi. Et donc ça m'a vraiment appris le métier où j'ai mangé des cours et puis après, j'ai commencé à enseigner aussi là où j'étais formé. Et je suis devenu formateur là où j'étais assistant formateur, disons là où j'étais formé, où j'ai été formé. Et donc, il y a un moment où ça se passait bien et où j'ai commencé à vraiment bien gagner ma vie, mais aussi où j'avais plus trop de vie, parce qu'il y a un moment, je donnais 50 heures de cours par semaine. Donc, ouais, ça, c'était trop. Ah ouais, ok. Ouais. Et donc, du coup, en gros, Mélanger 50 heures one-to-one et puis du groupe, ouais, c'est ça? c'est ça. Et des séminaires de formation. Et puis, quand je bossais pas, j'allais voir des séminaires de formation le week-end. Et bon, j'ai tenu comme ça 1 an et demi, 2 ans. Mais je devais me doper en gros pour tenir comme ça. Et donc, moi, je me détruisais la santé et après, j'allais enseigner le bien-être aux gens. Donc, il peut y avoir des petites dérives Ok. dans notre Et à domaine. cette époque-là, du coup, tu n'étais pas salarié, tu étais indépendant? Ouais, toujours auto-entrepreneur. En fait, moi, j'ai jamais été salarié. Il y a des moments où j'étais vacataire. Là, je bosse pour l'Université de Poitiers. Donc, j'ai pas, là, je ne peux pas facturer, mais c'est des contrats courts. Et avant ça, quand j'étais animateur, j'étais aussi vacataire, mais jamais eu un CDI, moi, par exemple, Ok. Donc, de ma tu vie. as assez rapidement atteint le plafond de ton entreprise, alors si tu avais 50 heures par semaine. Ouais, mais du coup, j'ai dû changer. Enfin, j'ai réduit mes heures. Et voilà. Ok. Donc, j'ai une année, j'ai touché le plafond. Et comme ce n'était pas très viable comme modèle, tout s'est un peu cassé la gueule. Et l'année d'après, j'étais à la moitié du chiffre. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à faire déjà, tu vois, 25, 30 heures, je trouve ça énorme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mhm. Comment tu arrives à faire 40, 50? C'est que tu rentres dans le truc, tu vois que les revenus, ça va. Enfin, c'est quoi le… Ouais, il y avait un truc de passion, clairement, où c'était fascinant parce que moi, j'étais diplômé, mais j'étais formateur ou assistant formateur de haut niveau dans un centre qui s'appelle Align. Donc, c'était une recherche, oui, ok, c'était le boulot, mais c'était la passion de moi, je m'entraînais, je lisais des livres d'anatomie, je mettais les gens en mouvement, je voyais les autres mettre les gens en mouvement. Il y avait un truc très, très stimulant. À l'époque, je partageais ma vie avec quelqu'un qui était aussi prof et qui bossait, qui était workaholic. Ouais, bref, tu comprends quoi, Ouais. dépendante au travail. Donc, c'était pareil. Enfin, c'était tous les jours, c'était rempli. Et moi, quand je disais que je me dopais, c'était pas des blagues, quoi. Enfin, je buvais 5 litres de café et je fumais du cannabis pour tenir. Donc, je ne le fais plus, hein. Je ne fais pas l'apologie de ça, mais j'explique que voilà, je me faisais un cocktail cannabis, caféine, 10 heures de travail. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était super passionnant, mais c'était n'importe quoi et ça n'a pas tenu comme ça très longtemps. Ouais, mais là, tu touches du doigt un truc qu'on a tous à un moment donné quand on est freelance. Entre je suis passionné, entre guillemets,
voilà, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Et puis après, tu rentres dans un processus où voilà, j'ai besoin de plus d'heures, je veux plus d'argent, je veux ceci, cela. Et puis à la fin, tu arrives droit dans le mur, quoi. Et Mhm. qu'est-ce que tu pourrais dire du coup parce qu'on ne s'en rend pas compte au début, en fait, de ce processus-là. On pense que c'est bon pour nous, on pense que c'est bon pour notre business, pour tout un tas de choses. Comment tu t'en es rendu compte, toi? Ah bah, enfin, dans ma vie personnelle, ça a eu des effets. Je pense qu'après, enfin, je pense, ça n'a pas été diagnostiqué, mais je suis à peu près sûr, j'ai fait un burn-out. Enfin, c'était violent, quoi, à tous les niveaux. Je pense que c'était lié aussi à des problématiques personnelles. Donc, je dirais plusieurs choses. Euh, Au début, quand on se lance, là, on n'a pas vraiment le choix, par contre. Donc là, c'est pas mal d'accepter pour se faire un réseau, pour justement avoir la possibilité de choisir des cours qui nous plaisent plus ou moins. Pas forcément ceux qui payent le mieux, ça dépend aussi, il faut voir parce que ce qui fait manger, ce n'est pas forcément ce qui est nourrissant tout le temps. Mhm. Euh, et donc ça, c'est une chose, mais il faut quand même avoir une stabilité financière. Donc ça s'installe petit à petit. C'est bien si on a du soutien personnel aussi. Et puis, il faut voir ce qui nous pousse à dire oui. Euh, Au bout d'un moment, je pense que est-ce que ça vient du fait qu'on a peur de manquer? Et tout le monde a peur de manquer, et ça, c'est normal. Mais il peut y avoir des choses plus profondes, des carences plus profondes. Et si on accepte du boulot comme on peut accepter d'autres choses, pour combler ce manque émotionnel, ça, c'est pas bon et c'est vraiment dangereux. Moi, je parle d'expérience parce que je pense que la peur de manquer, c'était un truc constant dans ma vie, à des moments en tout cas. Et qu'il faut bien faire le tri entre les impératifs financiers, qui, bon, ça, voilà, ça c'est incontournable. Et après, ce qui est superflu et ce qui peut être un peu névrotique, je dirais. Parce que ça, il faut voir aussi qu'il faut tenir sur le long terme. Et je sais pas, tu dois connaître les chiffres, mais en fait, il y a pas mal de gens qui abandonnent dans ce secteur parce que c'est usant physiquement et nerveusement. Bon, la Donc, carrière, c'est quoi? C'est 2-3 ans. On n'a pas les vraies stats, mais bon, je pense ouais, qu'au bout de 2-3 ans, il y a une grande majorité, voilà, qui n'arrive pas à passer le cut, quoi. c'est à peu près ce que j'entendais dire et effectivement, enfin, et je comprends. Hein. Enfin, moi, encore une fois, j'ai eu de la chance, j'ai fait ce qu'il fallait, je sais pas, mais il y a plein de fois où, en même temps, j'étais épuisé, en même temps, je ne me voyais pas faire autre chose et je suis très content d'avoir continué. Bref, il faut voir aussi ce qui va permettre de tenir sur le long terme. Donc, toi, tu t'adresses aussi à des gens et surtout à des gens qui sont dans le milieu du fitness. L'intérêt quand même du yoga. Alors, le yoga, il y a des gens qui montrent plus, mais du pilates, c'est que, OK, ça fait beaucoup d'heures, mais moi, je ne passe pas 7 heures à démontrer les mouvements. Je suis assis. Et ah Ouais. oui, ça, voilà, un conseil, c'est d'augmenter son niveau de compétence et d'expertise pour faire un travail moins fatigant et plus rémunérateur. Donc, investir sur soi, sur son repos, sur son alimentation, sur sa formation, c'est le meilleur moyen de tenir. Parce que quand je parlais je faisais des demi-journées où j'enchaînais 6 heures de cours, où je ne faisais pas 50 heures de cours de démonstration par semaine. Hein. Mhm. Moi, je suis assis sur un ballon et je fais ci, fais ça. Enfin, j'explique, je donne des consignes. De temps en temps, je montre, mais ce n'est pas comme si je faisais 50 heures de step ou de body pump par semaine. Ce n'est pas possible. Là, tu Non, mais c'est pour ça tiens. que le métier quand je parle de coaching de manière générale, mais ça peut être dans le pilates, le yoga, je pense qu'on peut réellement construire un plan de carrière sur le long terme, chose qui est difficilement envisageable avec un métier d'instructeur fitness où oui, Ouais. je donne 10 cours de body attack, 8 de RPM et puis 6 de pump. C'est vrai que c'est plus compliqué à 35 et 40 et plus. Oui, Mais oui, voilà. effectivement. Enfin, Qu'est-ce que ouais. toi, qu'est-ce que tu retiens de cette période-là, là, de ces 1 an et demi, 2 ans à faire voilà, 30, 40, 50 heures de session? Ça, c'était puisque tu parlais d'argent. J'ai gagné vraiment beaucoup d'argent. Aujourd'hui, je ne l'ai plus parce que je pense qu'il y a un moment aussi où, en fait, j'étais tellement fatigué qu'à des moments, je m'achetais des trucs de merde ou je me payais des belles vacances, mais dont je ne profitais pas. Donc, vaut mieux euh, Trouver un ouais, équilibre? ouais, trouver un équilibre, je pense. C'est trouver un équilibre. Euh, et effectivement, si c'est une passion, et moi, en plus, il y avait aussi une passion amoureuse
Justement de trouver cet équilibre pour que ce soit plus durable. Sinon, il y a un moment, ça explose. Et de bien identifier, autant chez soi que chez les autres, justement, je reviens à ça, à cette notion de carence, où au-delà des apparences, surtout dans le milieu du bien-être, où en fait, on se dit, ouais, les gens, ils sont à l'écoute et ils sont ouverts et patati patata, mais je pense que les gens, ils viennent à ça aussi parce qu'ils sont cassés. Enfin, moi, je suis venu à ça parce que j'étais cassé physiquement et intérieurement. On a un besoin de réparation. Et donc ça implique une certaine prudence. C'est pas grave, et c'est bien. Il vaut mieux que les gens ils fassent ça que autre chose. Mais du coup, de choisir les bonnes personnes pour travailler et de prendre le temps de choisir, parce qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Parce que ça va poser problème plus tard. C'est comme si on choisissait de faire une équipe de sport avec des gens blessés. C'est noble et c'est cool, mais il faut prendre ça en compte, quoi. Que, en fait, même s'ils ont l'air en forme, il y a un moment, il va falloir taper un sprint et s'il y a des chevilles foulées et des genoux bousillés, ça va pas être… Pour arriver à la ligne d'arrivée, c'est compliqué, quoi. Il va y avoir des pertes. Okay. Donc voilà. Donc, équilibrer son planning le plus possible en fonction des contraintes, bien choisir ses partenaires et investir sur soi. Le repos et la nourriture. Moi, maintenant, je suis là-dedans, mais je parle de ça, ça fait presque 10 ans, cette période-là. Je suis passé par 1000 aventures et où j'ai fait encore plus le yo-yo, etc. Et là, ça se stabilise seulement maintenant. Et je vois, la bouffe et le sommeil, c'est essentiel et c'est tout simple. Et il n'y a pas besoin forcément de choisir des méthodes compliquées. Bien dormir, bien manger, je crois que c'est… C'est ce qu'on enseigne à nos élèves aussi. C'est ça. Il n'y a pas de recette miracle. C'est ça, mais il y a plein de méthodes. Je pense à notamment la nutrition et tout ça. Et moi, ça m'intéresserait d'en savoir plus. Mais bon, on voit bien que si on mange un peu des fruits et des légumes et pas trop de gras, pas trop de sucre, on est pas mal. Le bon sens, on est pas mal. Voilà, le bon sens, ça marche aussi et ça peut déjà être une bonne base. Après, il y a plein de professionnels qui peuvent aider et très compétents, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est les recettes les plus simples qui marchent le mieux, quoi. Ok. Et comment tu t'es relevé de cette période-là, du coup? Pendant Parce un que moment, moi, je connais certaines personnes, du coup, qui, malheureusement, ont carrément tout arrêté et ont changé de carrière complètement. Toi, tu étais dans quelle posture à ce moment-là? Alors, à la fois, ce qui était souffrant et je pense qui était bien, c'est que moi, je n'avais pas le choix. En fait, je pouvais pas m'arrêter parce que si je m'arrêtais, je gagnais plus d'argent. Et si je gagnais plus d'argent, je gagnais plus d'argent. Enfin, je pouvais pas payer mon appart et ma bouffe et mon… Donc, mais il y a des moments où je me réveillais et limite, je pleurais, quoi. Le réveil sonnait et j'avais envie de pleurer parce que, en fait, non, je voulais pas y aller. Mais j'y allais. Et donc, je dis pas j'y allais parce que je suis tellement un bonhomme. Enfin, j'avais pas le choix, hein. Et donc, si les gens, ils ont le choix mais bon, le problème, c'est quand on est indépendant, il n'y a pas d'arrêt de travail ou on peut s'arrêter quand on veut, mais bon. Donc, c'est à double tranchant. J'ai continué et en fait, je suis passé aussi, c'était intéressant comme période. Je pense que c'était un chemin intérieur, vraiment, où je suis passé d'un centre de formation super prestigieux. C'était genre le meilleur truc de Paris. Moi, j'étais devenu une petite star. Quand je donnais un cours à un stagiaire, il y avait 10 stagiaires qui regardaient. Enfin, c'était un peu, ça m'a gonflé un peu l'ego, quoi. Et puis après, je me suis retrouvé dans des salles, je suis retombé au bas de l'échelle, entre guillemets, où je venais donner les cours de pilates entre midi et 2, où les gens ils venaient sur leur pause déjeuner. Et moi, j'arrivais avec mes grandes théories et mes trucs et mes machins. Et les gens, ils n'en avaient rien à foutre. Et au début… Et comment ça se fait que tu es retourné dans ce style on va dire, de club? En fait, ma collaboration, elle s'est arrêtée dans le centre de formation. Okay. Je me suis viré et je me suis fait virer à moitié parce que justement, je pense que ce n'était pas du tout une bonne configuration au bout d'un moment. Que moi, je n'ai pas fait ce qu'il fallait, peut-être eux non plus. Du coup, je me suis retrouvé à devoir gagner ma vie. Et en plus, donc, j'avais interrompu ma relation, j'avais laissé mon appart, j'avais quitté mon boulot. Et ça, c'était avant le burn-out, hein. Et après, j'ai fait le burn-out et je devais courir dans tout Paris où j'allais le midi, j'étais à la Défense, le soir, j'étais à Montreuil, après, je retournais à Malakoff. Enfin, c'était là, pour les gens qui ne connaissent pas, enfin, je faisais nord, sud, est, ouest. Donc, ce qui m'a tué aussi dans ce travail, c'est les transports, en fait. Enseigner, ça va, mais les transports, c'était le pire. Bref. D'où peut-être le online maintenant. On va y revenir. Voilà, mais ça, c'était quand j'ai découvert que je pouvais bosser devant ma caméra, c'était cool. Et en fait, j'ai tenu comme ça parce qu'encore une fois, je n'avais pas le choix.
Et je bossais 7 jours sur 7, j'en pouvais plus. Et à ce moment-là, j'étais en coloc avec une fille qui travaillait, mais qui avait un rythme beaucoup plus doux. Et il y a des moments, je devais prendre mon sac et passer la porte, et elle était en train de faire du guacamole un dimanche pour faire l'apéro. Je me suis dit, putain, mais quelle vie de merde. Et voilà. Et donc, bon, j'ai continué. Et puis, j'ai eu la chance de bosser pour les studios Ki après, où en fait, comme quoi on sème des petites graines parfois sans s'en rendre compte et ça revient après, où il y a une stagiaire que j'avais eue en formation de Pilates qui bossait pour Ki et qui m'a recommandé à eux. Donc, Ki, c'est une chaîne de studios à Paris et à Aix-en-Provence, où c'est des beaux endroits, les conditions sont intéressantes, les clients sont cool, le staff est sympa. Et là, c'est là que j'ai commencé à reprendre pied parce que j'ai eu des journées plus resserrées, des taux horaires plus intéressants. Dans des endroits, c'était plus pratique de circuler. Moi, je me suis trouvé un appart pour moi et j'ai remonté la pente petit à petit à partir de là. Ok, excellent. Voilà, en gros, et c'est comme ça que je me suis sorti du burn-out. Mais j'ai vu que les traces, ça avait duré longtemps. En fait, j'étais fatigué des années plus tard. Et je pense que, bon, donc ça, c'était courant 2015-2016. En 2018, j'ai fait le tour du monde. C'était une autre aventure. Donc, il fallait Pourquoi? bouger. Parce que j'ai eu l'occasion, avec une autre compagne, de partir autour du monde. Énorme, ok. Ouais, en budget un peu illimité. Donc, ça aussi, c'était assez cool. Et le truc, c'est que moi, j'avais envie de dormir, en fait. J'ai eu 6 mois de vacances et si j'avais pu dormir 6 mois, je l'aurais fait. Alors, on ne l'a pas fait et on a voyagé, c'était super, mais je vois qu'en fait, Ouais, il y a tu une sentais qu'il y fatigue avait une profonde. fatigue de ce que enfin, des années passées, quoi. Ouais, exactement. Et que je pense que là, j'ai seulement dépassé maintenant, ce qui m'est arrivé encore 1000 autres aventures où j'étais encore un peu dans le mal. Et j'ai vu que là, la fatigue, depuis la fin des confinements et tout ça, mon activité a pas mal changé. J'ai eu plus de temps libre et j'ai eu du mal à développer l'aspect business, comme je te disais avant, Mais parce que c'est j'ai là où on se rend dormi. compte que le corps, en fait, tant qu'il est en activité, entre guillemets, tu vois, il veut pas lâcher. Puis à un moment donné, quand tu as une période un peu plus cool, c'est là, en fait, où il déverse tout, quoi. Tu vois, il se dit, bon, bah là, c'est maintenant. Et donc, du coup, ce qui est assez bizarre, c'est que bien après, tu trinques des années Hmm. de ce que tu as pu faire dans le passé, quoi. Mais à mon avis, c'est nécessaire parce que s'il n'y a pas ça, et, je crois que c'est la soupape où, OK, il faut s'arrêter parce que si tu Mm. tiens, bah là, en fait, après, peut-être que tu as des pépins encore plus graves Enfin, il y a la facture, il faut la rembourser à un moment, quoi. C'est ça. Donc, Mhm. ouais, donc bien gérer sa fatigue, ça, c'est super important, quoi. Et alors, du coup, ça a été quand le moment de bascule du online? Est-ce que c'était du coup pendant ce petit événement-là qu'on a vécu en 2020 avec la Covid Ouais, ou ouais, avant? carrément. Moi, sur les conseils de Raphaël Oma, que tu connais aussi, euh, il m'avait invité à développer un peu mon esprit entrepreneurial. J'essayais de faire un peu de communication sur les réseaux, donc avant le confinement, hein, pour faire venir les gens à mes stages et créer une sorte de visibilité, mais ce n'était pas mon truc. Moi, vraiment, ce que j'aime, c'est d'être face aux gens. Euh, et tu vois, La pendant cette… plupart, la plupart des professionnels, de toute façon, dans ce secteur, et encore plus pour les professionnels, j'ai l'impression, pour accompagner des professionnels dans le bien-être, dans le pilates, yoga, bah, il y a encore plus de freins avec l'argent, avec le côté business. Toi, tu étais dans quelle optique, dans quel mindset par rapport à ça depuis tes euh, débuts? Parce que si tu t'es quand même lancé auto-entrepreneur, tu as quand même, enfin, tu vois, c'est compliqué, tu vois. Tout le monde ne peut pas se lancer en tant qu'indépendant. Donc, je me dis que tu avais quand même au fond de toi cet esprit-là, quoi. moi, j'aime bien gagner de l'argent, mais je ne crois pas que j'ai cet esprit d'entreprise. Je me suis mis auto-entrepreneur parce que c'était comme ça, c'était un peu la loi du milieu et que c'était quand même pratique. Effectivement, ça donnait une souplesse. Mais T'as jamais eu peur par rapport à cette incertitude de tes revenus, de ton salaire ou autre? si je crois, je me suis rendu compte de ça aussi, comment c'était usant au quotidien d'être toujours dans l'incertitude. Mais comme il n'y a pas d'alternative, à part d'arrêter de faire ce travail, je crois que ça ne s'est pas vraiment posé en fait. Mhm. Et je ne sais pas aujourd'hui si je pourrais bosser. Parce qu'il y a longtemps, j'ai eu j'ai envié ceux qui étaient en CDI avec une sécurité de l'emploi, des congés payés, des trucs. J'ai fait, ouais, c'est trop bien.
mais en même temps, il y a des contraintes. On ne peut pas faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Donc voilà, c'est à double tranchant. Et moi, j'ai vraiment pris l'habitude de faire un peu ça, de m'arranger comme je voulais au niveau de mon planning, au niveau de mon truc, de pouvoir dire, bah, j'évite de faire ça maintenant. Mais si je peux dire, bah, je me casse, ça me saoule, salut. Mhm. Euh, et bah, ça, c'est quand même bien, parce que sinon, enfin, quand on est salarié, on ne peut pas faire ça. Il y a un préavis et c'est normal, hein. Mhm. Donc, mais j'ai vu ouais, que l'incertitude, surtout après le confinement, là, c'était quand même vachement dur. Et pour autant, j'en ai fait mon parti et je me vois pas faire autrement maintenant. Et le fait de commencer du coup à t'intéresser au business, à l'entrepreneuriat, aux médias sociaux, enfin bref, à tout ce qui peut toucher de près ou de loin le développement d'un business, est-ce que tu as ressenti, enfin, est-ce que tu as eu des résultats du coup dans ton business? Est-ce que ça s'est matérialisé Alors, par… ouais, non, enfin, parce que pour développer ça, justement, avant le confinement, moi, j'avais quand même des grosses, ce qu'on appelle des croyances limitantes ou des gros freins par rapport à gagner de l'argent. Il faut aussi savoir que, notamment dans les arts martiaux, là d'où je viens en tout cas, c'était un peu tabou. C'était l'art pour l'art, et puis l'argent, c'était pas bien. Et donc, moi, j'ai grandi avec ça, quoi, un peu. Et donc, j'ai vu comment ça m'avait imprégné. Et donc, j'avais pas mal de croyances limitantes et Raphaël Oma, il a beaucoup bossé pour ça. Il a eu de la patience. Et il s'est tellement arraché les cheveux que maintenant, il n'a plus de cheveux avec moi. Mais, et c'est vraiment, du coup, au moment du confinement, où là, bah, il y a eu interruption des revenus nets et puis je ne pouvais même plus aller chez mes clients au début. Je me suis dit, bon, ouais, je vais continuer les coachings et tout, mais on ne pouvait plus circuler. Donc, du coup, ton business s'est arrêté du jour au lendemain? Bah ouais. Et donc, bah, au début, je me suis dit, parce que j'étais confiné avec une amoureuse et tout, je me suis dit, bah, c'est bien, ça va faire des vacances et tout ça. Et puis, je me suis dit, bah, quand même, il faut peut-être gagner des sous. Et en fait, j'ai vu une collègue qui postait euh, un truc, qui disait, voilà, les cours sur Zoom, le paiement sur Lydia, ça avait l'air super simple. Parce que moi, la technique, ce n'est pas mon truc. Ah, je me suis dit, bon, quand même, ça a l'air facile. Et puis, je me suis dit, je vais pas, faut bosser quand même. Donc, j'ai commencé à proposer ça. Donc, c'était Vraiment, quoi le début? Le début, tu faisais comme cette fille-là? Tu ouais, proposes, t'avais quoi? Tu avais mis un planning de cours? ouais, j'avais un cours par jour, tous les matins à 11 heures, et je faisais des privés aussi. Et puis, en fait, j'avais, alors, bouche à oreille, bon, je pense que cette période, elle a perturbé un peu tout le monde, donc tout le monde a communiqué un peu dessus. Et je me suis retrouvé à avoir une petite dizaine de personnes tous les jours. Et c'était vrai, et surtout, donc c'était super parce que ça leur faisait du bien, à moi aussi d'ailleurs. C'était bien d'être en lien. Et Et j'ai vu qu'il y c'était avait des des gens que résultats. c'était tes anciens clients, enfin des clients à toi, des… Un Ouais, peu des deux. Il y a eu des anciens clients et des nouveaux clients aussi. ok, Des gens que j'ai finalement toujours pas rencontrés en vrai après plus de 2 ans de boulot en ligne. ok. Et donc, c'était assez chouette. Et j'ai vu qu'il y avait des résultats. Et Parce ça fonctionnait comment? Je prenais à l'unité, je t'avais fait les packages mensuels. non, au début, bah, c'était vraiment basique, hein. Il y avait à l'unité ou carnet de 5 et carnet de 10, je crois, et prix dégressif. Bon, en gros, j'avais copié sur ma collègue, hein, parce que Ouais. moi, du coup, nul en technique, nul en business, j'ai regardé comment les autres ils faisaient. Donc, tu as pris un Zoom, tu as pris un système de paiement très simple et Ouais. puis tu Et as puis, c'était communiqué. parti. Ok, excellent. Voilà. Tu vois, comme Et, quoi, hein, le business, des fois, hein. et en fait, après, du coup, j'ai vu que ça marchait. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, en fait, ce confinement est très bien tombé parce que je pense que je retombais un peu quand même en burn-out à l'époque. Genre la veille, je sentais que ça devenait chaud. Et après, il y a eu le confinement. Donc ça, c'était super pour moi. Et j'ai vu que je pouvais bosser. Genre, je me faisais mon café, tac, j'allumais ma caméra et hop, j'étais au boulot. Et ça, au début, c'était génial. Je pouvais bosser de chez moi. Enfin, je pense, sans ça, jamais ça nous serait arrivé. Enfin, ou en tout cas, à Mhm. moi, non. Et alors là, c'était une libération, quoi, de ne plus prendre le métro. C'était super. Et donc pendant 3 mois, et c'était génial. Ce groupe-là, je l'ai suivi. Et on a commencé par faire des micro-mouvements du bassin, des explorations, des trucs. Et à la fin des 3 mois, on faisait de la boxe thaïlandaise, quoi. Donc, c'était une évolution vraiment dans le mouvement. C'était super.
Donc, à la fin de ce premier confinement, donc il y a eu un choix à faire, retourner. Enfin, comment ça s'est passé le retour? Tu as repris du coup. Très brièvement. Et comme à ce moment-là, bon, je pense qu'on était tous un peu perturbés, en tout cas moi, et qu'au niveau perso, j'ai eu pas mal de soucis. En fait, le retour en salle n'a pas été possible. Parce que voilà, je pense que du coup, là où j'aurais pu reprendre, ça n'a pas marché. Donc, j'ai continué en ligne. Et pendant le confinement, le premier, j'avais suivi une formation de business avec Raphaël Oma, justement, qui m'avait beaucoup incité à développer cet aspect, cet esprit entrepreneurial, qui pour moi, rappelons-le, n'était pas du tout naturel. Et donc, il m'a montré qu'il pouvait y avoir des perspectives. Aussi, pendant ce premier confinement, j'ai eu l'idée de faire mon podcast, donc, qui est sorti beaucoup plus tard. Mais j'ai vu qu'il y avait des possibilités en ligne. Je m'étais beaucoup plus investi sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Et donc, j'ai vu qu'il y avait des perspectives. Et donc, au moment où il y a eu un petit conflit dans une salle, j'ai lâché. Et je me suis dit, bah, voilà, c'est aussi le moment d'être indépendant vraiment, de plus dépendre d'une salle pour gagner ma vie. Ok. Et Et donc, avec ce premier confinement, tu arrivais à gérer combien de chiffres d'affaires, tu te souviens? non, pas vraiment, mais je sais qu'il y a des moments où j'étais au-dessus du plafond pour toucher les aides. Ok. Donc, j'arrivais quand même à maintenir Ah ouais. plus de 50% du chiffre d'affaires, ce qui Ok. était pas mal quand même, pour un truc avec une communication vraiment limitée et tout ça. Hein. Donc, Non, puis c'est surtout encore que une fois, tu avais une session, quoi, une session par jour plus quelques one-to-one. plus quelques privés, ouais. Ouais. Et Ok. par jour, il n'y avait pas le week-end, hein, c'était du lundi au vendredi. Ok. Donc, Excellent. c'était cool. Et j'ai continué à développer ça pendant l'entre-deux. Moi, il y avait plein de choses qui changeaient dans ma vie à ce moment-là, donc c'était assez compliqué quand même. Après le deuxième confinement, ben, on est reparti pour un tour, donc j'ai relancé encore plus en ligne. Cette fois, j'étais plus à Paris, j'étais à la campagne. Et, et j'avançais un peu, et c'est là que j'ai eu aussi la possibilité d'écrire le livre, parce que j'ai été contacté par Le Duc, parce que ça, c'est une chose dont on n'a pas parlé, c'est que, donc, revenons bien avant toutes ces histoires de confinement, dans les studios Ki, j'ai lancé des cours de yoga pour hommes. Donc, l'idée, c'était dans ma carrière, dans le Pilates et dans le yoga notamment, mais même avant, j'ai vu que tout ce qui était activité de conscience corporelle, précision du mouvement, respiration, étirement, des choses comme ça, ça attirait surtout les femmes et pas beaucoup les hommes, ou moins les hommes, qui avaient un peu un déficit de sensibilité. Ils étaient moins attirés et quand ils pratiquaient, la plupart en tout cas, il y avait des exceptions, mais ils étaient moins réceptifs et puis ils se demandaient soit comment ça marchait, soit à quoi ça servait, est-ce que c'était bien utile de faire tout ça. Et la réponse était oui, parce que moi j'ai vu quand même beaucoup de corps blessés, le mien en premier, mais beaucoup de gens qui pratiquaient dur et fort, enfin, beaucoup d'hommes qui pratiquaient dur et fort et qui se blessaient quand même souvent, quoi. Et Mhm. puis gravement. Donc ça, c'était un premier point. Et aussi, dans mon parcours personnel, moi, j'avais rencontré beaucoup de femmes qui s'étaient fait agresser par des hommes. Et donc, la première fois, j'ai trouvé ça terrible. Et la 10e fois, c'était toujours aussi terrible. Mais je me suis dit, mais il y a vraiment un truc qui ne va pas chez les hommes. Enfin, et je pense que justement, c'est lié, en partie en tout cas, à ce déficit d'intériorité. Comme on ne sait pas sentir ce qu'il y a à l'intérieur du corps, à être à l'écoute de ses sensations, on a du mal avec notre espace. Ben forcément, ça va être plus facile d'envahir l'espace de l'autre, de ne pas respecter celui de l'autre. Et donc, il me semblait qu'en proposant une pratique corporelle qui était plus orientée vers l'écoute de soi, vers la conscience, c'était à la fois un moyen de prendre soin du corps et d'éviter les blessures, mais aussi de comprendre qu'en nous, on avait quand même beaucoup de ressources qui pouvaient être source de satisfaction et qu'on n'avait pas besoin toujours d'aller à l'extérieur pour conquérir soit des femmes, soit de l'argent, soit quelque chose de moins conquérant. Vraiment, Mhm. c'était ça l'idée. Et parce que on voit aujourd'hui que ça a un effet néfaste sur les sociétés, sur les environnements. Donc, l'idée, c'était de proposer une autre façon d'être dans son corps pour une autre façon d'être dans sa vie. Et, D'où et donc, l'idée du j'ai livre, lancé. du coup. Alors, j'ai lancé les cours, il y a eu une couverture médiatique assez importante grâce au Studio Ki, donc ça, c'était cool. Et pendant le premier confinement, on m'a contacté
les éditions Le Duc m'ont contacté pour écrire un livre sur le sujet. Et donc ça, c'était super. Et à la base, ce n'était pas moi qu'ils avaient en tête, c'était un de mes profs de yoga qu'ils ont contacté, mais ils ont dit bah non, enfin il a dit non, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a Adrien Mater qui fait ça. Donc on en revient au fait à la fois d'avoir de la chance et de faire le boulot, quoi. Ok. Donc c'était super. Donc j'ai commencé à bosser là-dessus. Ironiquement, c'était une période où moi j'allais vraiment mal et où je ne savais plus très bien comment être homme et tout ça, ou ce que ça voulait dire, ou ce qu'il fallait faire. Et je devais écrire un livre sur le sujet. Donc peut-être ça m'a aidé aussi à me reconstruire. Et, Donc, et donc comment on s'y prend pour écrire un livre? alors, moi j'avais quand même quelques idées. Il y avait des choses qui m'avaient beaucoup inspiré. Il y a une prof qui s'appelle Anna Forrest, une prof américaine, qui a écrit un livre que j'avais vraiment trouvé très bien, où en fait, c'est à moitié autobiographique, à moitié c'est des exercices et un manuel pratique. Et en fait, elle prend des morceaux de sa vie qu'elle arrive à mettre par chapitre, qu'elle arrive à mettre en lien avec certains types de pratiques. Donc moi, j'avais déjà cette idée-là. Je n'ai pas fait exactement comme ça, mais ça m'avait donné une idée. Et puis, je pense qu'il fallait expliquer pourquoi on faisait un livre que pour les hommes, bon, qui est lisible par les femmes tout à fait en fait, hein, mais qui s'adressait en priorité aux hommes. Et donc, je pense que parler de mon parcours et de mon expérience, c'était intéressant, parce que ça permettait aux lecteurs de s'identifier. Et puis, j'avais envie, justement, dans cette logique-là de cultiver l'intériorité, j'avais envie de proposer une progression où on partait d'une pratique un peu comme ce que j'avais connu dans le yoga finalement. Une pratique assez physique plutôt, donc vinyasa, yoga dynamique, où on va faire la salutation au soleil, il y a les planches, les trucs, les étirements, les postures un peu où on s'étire, où on se renforce, où on transpire, où c'est plutôt yang, quoi. Ça, c'était la première partie. Mhm. Et petit à petit, venir vers des pratiques plus douces, de respiration, de méditation, de yin yoga, comme je disais tout à l'heure, d'étirement profond, et ensuite de relaxation et de visualisation, donc avec le yoga nidra. Donc il y a tout un chemin, en fait, on part du plus physique, du plus externe, vers le plus subtil et le plus interne. T'as Et mis combien de temps pour le construire, le livre? 6 mois, enfin, en 6 mois, c'était écrit. Ok. Et Euh, c'était quoi ta routine? Tous les matins ou comment tu faisais pour… t'avais… non, alors moi, j'ai malheureusement pas de recette miracle. Si je peux parler aux gens, c'est aussi pour dire que moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire dans la vie. Donc, surtout, ne faites pas comme moi. En fait, Tu es allé j'avais au pas vraiment feeling? au feeling complètement. Improvisation. Et encore une fois, c'était une période où moi, j'étais vraiment pas bien. Et où il y a un moment, je ne savais plus ce que je devais écrire et tout ça. Et je discutais avec un ami, on était au restaurant. Et moi, j'étais une sorte de zombie, quoi. J'étais détruit. Et il me parlait. Et puis, petit à petit, c'est comme s'il tirait un fil. Et moi, je me réanimais. Je me disais, ah ouais, parce qu'on pourrait dire ça. Et on pourrait dire ça. Et d'un coup, ça venait. Et au bout d'une demi-heure, lui, il notait pendant que je parlais. Et puis, à la fin, il m'a montré la feuille où c'était tout écrit. C'est ça le plan du livre. En fait, on l'a trouvé à ce moment-là. Enfin, je l'ai trouvé à ce moment-là, mais grâce à lui. Et au bout d'un moment, il me dit, ah bah quand même. Donc, moi, j'avais déjà toutes les ressources. Et après, effectivement, c'est devenu de plus en plus facile. Et une fois que la pompe s'est amorcée, j'avais plus de facilité à écrire tous les jours. Mais je pense vraiment là-dedans, et pour tout le reste de ma vie, ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir un entourage soutenant. J'avais aussi une petite pression parce qu'il fallait rendre le manuscrit. Enfin, il y a une date de rendu et puis après, il y a toute une équipe. Euh, et donc, j'ai la chance c'est Marie Pichon, mon éditrice, qui est vraiment une personne merveilleuse, qui avait déjà accepté de décaler la date de rendu parce que je voyais bien que ça n'allait pas le faire. Donc, j'avais eu 3 mois supplémentaires, donc ce qui fait les 6 mois en tout. Ok. Et Et je du coup, savais… c'était quoi? C'est un livre… parce que j'ai vu sur Amazon qu'il y avait 2 livres. Alors, il y en a un qui n'est pas de moi. Ok. Il y a le yoga pour hommes et le yoga pour les hommes, et ça n'a rien à voir. Donc, le yoga pour les hommes, c'est mon livre, parce Ok. que yoga pour hommes, c'était une traduction américaine de je ne sais plus qui. Mais donc, le Donc là, yoga il pour fait les combien hommes, de pages? Il faut combien de pages? alors il fait 250 pages à peu près. Ouais. Pardon, je vais aller le chercher tout de suite, comme ça je vais pouvoir te répondre précisément.
Donc voilà, je te le… Ok. Ouais, donc je peux c'est… t'envoyer un exemplaire si tu veux. Et donc, hop, il fait 214 pages. Après, il y a il y a des amis qui m'ont fait l'honneur de venir témoigner un peu. Donc, à la fin du livre, il y a des gens, soit des profs à moi, soit des collègues Ouais. Ok. qui ont témoigné à la fois de leur expérience de la masculinité et du yoga, notamment Raphaël, d'ailleurs. Voilà, donc, en fait, je suis un peu embêté de répondre comme ça, mais non, ouais, moi, j'ai pas trop de routine. Maintenant seulement, j'installe ça pour moi et j'ai pris quelques habitudes positives. Mais je pense que il y a un moment dans ma vie où moi, j'ai compris que j'étais doué pour transmettre des choses aux gens. Et je pense que je donne des bons cours. La preuve, enfin, je vis de ça quand même depuis plus de 10 ans. Mais qu'il y a des moments où j'avais du mal à l'appliquer à moi-même. Et là, je suis dans un moment où voilà, je dors bien, je mange bien, je m'entraîne. C'était cool. Mais c'était aussi une quête d'équilibre par le rapport à l'autre. C'était aussi d'équilibrer mon rapport à moi-même. Donc, il y a pas mal de choses que j'ai faites dans la souffrance quand même. Et si je peux, mon conseil, c'est d'essayer d'éviter ça, qu'il y a des moments où ce n'est pas toujours évitable. Mais je Bon, crois après, que dans la vie, voilà, c'est pas un long fleuve tranquille. Voilà. Donc, c'est ça. il y a aussi des passages et il y a des moments où effectivement, c'est plus dur que d'autres, quoi. C'est aussi pour ça que je pense que ce que je peux apporter, c'est ça justement, et j'en parle dans le livre, j'en parle dans mes podcasts, de partager aussi sur mes difficultés. Parce que dans notre milieu, comme dans d'autres sûrement, il y a beaucoup de projections, de gens qui projettent une vie idéale où ils se lèvent à 5 heures du matin et puis ils font 1 heure et demie de yoga et puis après ils vont faire un truc où ils vont bosser, ils vont méditer, tu as l'impression que leur vie elle est toute lisse et que voilà, ils ont une super famille et un super business. Et en fait, ça peut être vachement anxiogène. En fait. Enfin, moi, quand je vois ça, j'avais l'impression, il y a des moments, j'étais tellement loin, je me disais, ah là, c'est nul. Enfin, je suis nul. Je ne suis pas comme ça, quoi. Et alors que sûrement, si on va voir derrière, enfin, leur vie, elle est comme celle de tout le monde et ils ont des problèmes et ils vont faire caca et ils s'embrouillent avec leur femme et trucs et il y a des moments où ils ne se lèvent pas et puis ils mangent du chocolat et puis en fait c'est donc moi j'ai à la fois parce que j'aurais été incapable de faire autrement mais ce que je pense que c'est bénéfique de prendre le problème par l'autre bout et dire voilà, ouais, moi j'ai été toxico, j'ai fait n'importe quoi, j'ai perdu mon temps, je me suis blessé. Mais il y a des moments aussi où j'ai vécu des trucs extraordinaires et j'ai trouvé plus d'espace et plus de confort. C'est la Aujourd'hui, même on chose. recherche beaucoup d'authenticité aussi. Donc, le fait de partager les choses, les bonnes comme les mauvaises, je pense que ça renforce aussi le lien que tu peux avoir avec la personne. Je crois, mais c'est un peu la même chose que pour l'entraînement. Si tu veux, moi, je me suis quand même beaucoup entraîné dans ma vie, mais je ne suis pas un expert. Quand tu me vois bouger, tu ne fais pas waouh. Mais en fait, ça m'a permis de me développer autrement. Voilà, j'ai un bouquin, j'ai un podcast, j'ai fait plein de voyages, j'ai fait des rencontres. Et aujourd'hui, avec les blessures que j'ai, tous les jours, je m'entraîne et je peux donner des cours et je peux bouger comme j'ai envie. Donc, en fait, même si ce n'est pas spectaculaire, c'est déjà une réussite. Malgré les difficultés, j'ai réussi euh, à continuer et je vis de ma passion. Et il y a des moments, c'est la galère, comme on l'a dit tout à l'heure, mais tout l'argent que je gagne, c'est en faisant un truc que j'aime. Et tous les jours, je me lève pour faire un truc que j'aime. Et ça, c'est cool quand même. Parce que je vois des gens qui n'ont pas cette C'est clair, chance-là. c'est clair. Et, Mais et est-ce que moi, il y a des moments… le statut d'auteur, est-ce que ça t'a permis de développer ton business? Est-ce que tu as des retours par rapport à ça? Je pense, oui. Alors, mais on va reparler de ce côté business que je n'ai pas exploité à fond pour l'instant. Mais ça m'a permis des connexions. Je pense que c'est quelque chose vraiment qui se construit petit à petit. Par exemple, il y a là mon dernier invité dans le podcast, je l'ai rencontré grâce au livre. Il m'a contacté grâce au livre et il me dit ouais, c'est bien. Et on s'est rencontrés, on a fait un épisode ensemble. Et je pense qu'au quotidien, ça donne une crédibilité pour construire d'autres projets en fait. Je ne peux pas tout raconter, mais il y a des moments où j'échange avec des gens et dire ouais, j'ai écrit un livre, je peux vous envoyer le livre, je peux vous le montrer, les gens ils le voient sur Amazon. Bon.
tout de suite, ça donne une crédibilité supplémentaire qui n'est pas factice, hein, qui est réelle. Et ça, c'est un atout parce que je pense que moi aussi, j'ai eu envie de me positionner autant dans une perspective de business que même d'accomplissement professionnel, que je suis prof de yoga et de pilates, mais je ne suis pas que ça. Et justement, je suis très content d'avoir le livre et le podcast pour pouvoir communiquer là-dessus parce que je pense que oui, c'est des pratiques de bien-être, mais bien plus que ça aussi. Ça Mhm. permet une certaine transformation de l'individu. Mais moi, j'aimerais, à mon échelle, que ça permette une sorte de transformation de la société, notamment euh, sur la question de la masculinité, dans le rapport des hommes à eux-mêmes, entre eux, et puis avec les autres. Mais je pense que ça peut être au-delà de ça aussi, le fait de connecter différentes cultures, par exemple. Moi, j'ai appris un art martial vietnamien, que c'était une façon d'être et de penser différente, que il y a le yoga, d'expliquer un peu en quoi les pensées qui viennent d'Orient, elles sont différentes de ce qu'on peut trouver en Occident, de quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et comment ça peut nous apprendre à vivre ensemble, en fait. C'est ça l'idée. Et c'est la question aujourd'hui qu'on se pose, c'est le débat un peu qui anime les élections actuelles, je crois. Enfin, c'est comment on va faire pour être ensemble. Et il y a des gens qui disent, bah non, c'est pas possible qu'on soit tous ensemble. Et moi, je suis assez convaincu du contraire. Et je pense que par le travail du corps, ça peut être un angle où on peut se rendre compte que on a tous le même corps, en fait. Qu'on soit homme, femme, trans. Moi, j'ai travaillé avec des athlètes olympiques, mais avec des handicapés aussi, des gens en fauteuil roulant. Et en fait, OK, on est tous différents, on n'a pas tous les mêmes capacités, mais c'est toujours la même structure. On Mhm. a une tête, un tronc, deux bras, deux jambes qui fonctionnent plus ou moins bien. Mais à la base, c'est pareil, un diaphragme. Enfin, je ne te fais pas le déballage anatomique, mais tu vois l'idée. Et donc, plutôt que de voir les différences entre les gens et dire, ah bah oui, lui est comme ça, elle est comme ci, et de voir, OK, qu'est-ce qu'on a en commun et comment on peut essayer de composer tous ensemble. Parce que je pense que, de toute façon, l'humanité, elle est amenée à vivre ensemble. Enfin, soit on s'en sort tous ensemble, soit Oui, on périt tous ensemble. voilà, soit on échoue chacun de notre côté. Enfin, tu vois, le truc, avec notamment le réchauffement climatique, qui ne voit pas de barrière Mhm. de race ou de genre ou de. Voilà, j'ai un peu digressé, mais voilà, c'était un projet, même au-delà du business, où si je faisais plus d'argent, ça me permettrait de promouvoir ça. Comme Donc, quoi, oui, avoir un why, un pourquoi fort, ça permet aussi de pouvoir avancer sur du long terme dans son oui, activité. oui, parce que Et, ça, je pense que sinon, c'est épuisant. Je ne m'en serais pas sorti. Mais donc, du coup, je fais des digressions parfois, donc il faut que tu m'arrêtes, parce que Laura aussi, elle a vu ça. Que du coup, oui, le livre, c'est un socle. À mon avis, ce n'est pas une fin, c'est un début pour plein d'autres choses, pour développer le podcast, pour peut-être écrire un autre livre, pour avoir différents et projets. comment on en vient à développer un podcast du coup? Parce que moi, je crois beaucoup à ce format-là, à ce médium-là. Comment tu es tombé dedans? En fait, au moment où on m'a proposé d'écrire le premier livre, enfin le yoga pour les hommes, moi, ça fait longtemps que j'ai un projet de livre où je parle un peu de mon parcours et voilà. Et en fait, pendant le confinement, vu qu'il fallait monter un business et tout ça, je me suis dit, bon, l'écriture, c'est pas pour tout de suite. Donc, j'ai rangé ça. J'ai arrêté d'écrire mon livre et 2 jours plus tard, j'ai reçu un mail qui me disait, hey, vous voulez pas écrire un livre? Tu vois, donc, c'était quand même marrant. Et je me suis dit que du coup, le contenu de ce qu'il y avait dans mon premier ouvrage, je pouvais le recycler en podcast parce qu'un livre, il faut qu'il soit écrit, bien écrit, il faut qu'il soit accepté, il faut qu'il soit édité, il faut qu'il soit diffusé, il faut qu'il soit acheté par une personne, il faut qu'il soit lu par la personne. Donc, il y a quand même beaucoup d'étapes. Alors que le podcast, maintenant, avec peu de matériel, on s'enregistre, c'est en ligne et c'est quand même accessible dans le monde entier, Mhm. instantanément. Donc, je me suis dit, pour diffuser des idées, c'est pas mal. Donc, c'est ça qui m'a donné l'idée. Mais moi, j'avais encore une fois aucune compétence technique. Encore une fois, j'ai eu la chance, j'ai un ami ingé son musicien qui m'a fait une petite musique. Moi, j'ai travaillé sur ma ligne éditoriale. Mais ce qui a été vraiment pivot, c'est que j'ai travaillé avec Gaël Aymar et Laura Lepers de Podcast Mania, qui m'ont vraiment accompagné tant techniquement qu'au niveau éditorial. J'ai beaucoup bossé avec Laura qui m'a dit non, on recommence, recommence, recommence. Enfin, avec beaucoup de bienveillance, mais aussi de ténacité, elle m'a accompagné jusqu'à ce que j'ai une ligne éditoriale assez claire
Et ensuite, c'est finalement assez simple quand on est quand même accompagné, parce qu'ils m'ont dit quel matériel acheter. Il y a la plateforme qui est disponible, AudioMins. Ils m'ont mis en contact avec un ingé son qui s'occupe du montage et je suis très content de ça parce que les retours que j'ai, c'est que la qualité du son est assez bonne et pour le podcast, c'est essentiel. Donc, est-ce que c'est un outil que tu recommanderais, toi, aujourd'hui, à des professionnels, des coachs ou des enseignants yoga, pilates, de se lancer à faire ce type de médium ou pas? C'est quoi ta je pense vision des choses? il faut que ce soit quand même un plaisir. Après, moi, mon idée dans la tête aux pieds, c'était pas de faire un podcast sur le yoga ni sur le bien-être. J'ai essayé de trouver un angle un peu disruptif, disons, où justement c'était d'accoler des thèmes qui ne sont pas forcément évidents. Je parle de yoga aide politique, ou de yoga aide d'addiction, ou de yoga aide masculinité, ou de yoga aide d'arts martiaux. Dans le choix de mes invités aussi, là j'ai un danseur, mais avant j'avais un tarologue, j'ai une danseuse de flamenco, un bodybuilder, un rugbyman. Je voulais créer l'étonnement chez les gens, que s'ils voyaient la liste des épisodes, ils disaient c'est quoi ce truc, pourquoi ils parlent de yoga et d'addiction, pourquoi yoga et tarot, c'est quoi le rapport? Et de créer un peu d'étonnement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de podcasts sur le yoga. Et donc, du coup, mon conseil… Il fallait que tu aies ton angle d'attaque, quoi. Voilà, c'est ça, c'est de se dire, ça peut être très chouette de lancer un podcast, mais je pense qu'il faut trouver un angle qui ressemble à la personne qui anime le podcast et qui puisse se démarquer un peu. On se dit, ah tiens, qu'est-ce que c'est ça? Je crois que c'est intéressant parce que partager ses passions et ses rencontres, et tout ça, c'est très bien. Mais il faut aussi trouver une façon de se démarquer parce que c'est un peu le média d'avenir, semblerait-il. En tout cas, c'est ce que tout le monde dit. Donc, tout le monde a envie d'y être. Et en tout cas, dans mon domaine, alors un des avantages aussi, c'est que j'étais un homme. Et il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont dans mon domaine et qui font un podcast sur le yoga. Je pense qu'on est 3 en France, ce qui est déjà beaucoup en fait. Mais des femmes qui font des podcasts sur le yoga, je n'ai pas compté, mais il y en a vraiment. Oui, il y en a beaucoup. Ok. Ouais. Donc, ce n'est pas un problème, voilà, homme-femme, mais ça joue aussi. Mais en tout cas, il faut trouver une façon de se différencier. Qu'est-ce qui va c'est faire… quoi, du coup, l'objectif à long terme? Est-ce qu'il y a une vision de pouvoir gagner de l'argent avec ce podcast ou c'était quoi ta vision par rapport à ça? Ou c'est simplement au début, tu fais les choses et puis tu verras où ça t'amène? Il y avait un côté comme ça un peu organique où on verra bien. Je pense… Alors, on n'a toujours pas parlé de business, mais… Enfin, pas trop, mais je pensais aussi créer une sorte de triangle entre mon livre, mon podcast et mon activité en ligne. Et que le livre et le podcast, ça me donnait de la visibilité. Et que ceux qui avaient envie allaient sur ma partie business en ligne. Bon, pour l'instant, le livre et le podcast, ça me donne de la visibilité. Et puis, c'est tout. Il n'y a pas le troisième point du triangle. Et ça me va pour l'instant, mais j'aimerais bien… Il faudrait peut-être que ça change. Et donc, mais en même temps, moi, il y a vraiment cette idée-là effectivement, de gagner en visibilité, comme tu parlais du pourquoi tout à l'heure, d'essayer vraiment de promouvoir une autre vision du corps, enfin, que ce soit un projet business, entrepreneurial, parce qu'il faut gagner sa vie, mais que c'était aussi vraiment d'accompagner un changement de société. Alors, c'est peut-être complètement mégalo et tout ça, mais en même temps, maintenant, c'est ça qui me fait me lever le matin. Et je mets mon réveil plus tôt pour m'occuper de mon podcast, alors que ça, je n'arrivais pas à le faire pour mon business, par exemple. Ok, excellent. Donc, voilà. Mais il y a un changement, en fait. Il n'y a pas de contradiction, forcément. Mais tu pourras relier les points un peu plus tard, de toute façon. Ouais. Voilà, en fait, tu travailles pour l'avenir aussi, même si tu ne sais pas voilà, quel est vraiment le lien entre les trois. À un moment donné, tu vas trouver, je pense, le lien et ça te permettra d'avoir beaucoup plus de force. Mais c'est très intéressant que tu reviennes, pardon, excuse-moi, que tu reviennes toujours à ça, à cet aspect business, parce que c'est l'angle, je pense que ça, c'est ton angle, et c'est très bien. Et moi, c'est là-dessus que j'ai des difficultés encore, tu vois. Si tu me dis, ouais, alors on va changer le monde et ça va être super, et tout, je fais, ouais, super, et puis, alors, et combien on va gagner? Ah bah non, c'est moins super. Et il n'y a pas de raison, en fait, tu vois, parce que ça me bloque aussi. Par exemple,
Maintenant, j'ai à nouveau envie de faire des choses après avoir passé une période un peu dure. Et ouais, j'aimerais faire des formations. Tu vois, il y a des formations que je ne peux pas me payer aujourd'hui ou refaire des voyages. Et tout ça, ça peut, comme tu dis, soutenir le projet et tout ça. Donc, en fait, Bah, c'est on est pas mauvais souvent de gagner de conditionné l'argent. par l'argent, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on a d'argent, plus tu peux construire des choses, plus tu peux aider de personnes, etc. En fait, ouais, il faut changer la vision qu'on a de l'argent parce que l'argent, c'est pas le mal, c'est plus l'opportunité de pouvoir aider encore plus de gens pour construire plus de choses, quoi. Après, il y a vraiment je pense que ça marchera si moi j'ai l'impression de le faire d'une façon éthique. Et je vois des gens sur les réseaux sociaux qui font du business éthique maintenant. Et ça m'interpelle un peu. Parce que, par exemple, j'ai pas envie de bombarder les gens avec des emails en disant hey, regarde, même si, bon, il faudra leur parler un peu pour qu'ils achètent, faut qu'ils sachent que ça existe. Mais trouver une façon équilibrée de faire, parce qu'il y a des coachs, des enseignants que j'estime beaucoup et enfin, c'est pas moi personnellement, c'est toute leur mail list qui bombardent de mails. Et maintenant, je vois, parce que moi aussi, je suis un peu sur Mailchimp et tout, donc je vois comment ça marche. Et donc, comme je ne clique pas sur leur mail, et ben, ils me renvoient un autre mail qui dit pourquoi tu n'as pas cliqué, tout ça. Enfin, je trouve ça un peu pushy. Envahissant, Et, ouais. et voilà, il faut trouver un équilibre parce que, alors ça, c'est peut-être très passéiste comme vision, tu vois, mais moi, j'ai plutôt l'impression d'être artiste que marchand. Et alors, pour être un artiste maudit et mourir dans la misère, ce n'est pas forcément super. Surtout que pour l'instant, voilà, je suis célibataire, mais j'aimerais bien avoir une famille aussi. Et l'argent, ça donne du temps. Et ça, c'est important. Parce que si Mhm. j'ai des enfants, ben, j'aimerais bien pas avoir à courir à droite et à gauche et plutôt pouvoir passer du temps avec eux. Donc, tout ça, ça se construit. Mais pour autant, essayer de garder un truc un peu équilibré, un peu de décence, de ne pas me transformer en représentant de commerce. Donc, aujourd'hui, toi, ta source de revenus principale, c'est le online, c'est ça? Maintenant, ouais. J'ai recommencé à bosser dans un studio parce que ça, on n'en a pas parlé, mais c'était super de ne pas prendre le métro et de bosser devant mon ordinateur. Mais il y a un moment où je suis vraiment devenu neuneux à force de rester chez moi devant mon ordinateur et d'être sur mon téléphone pour être sur les réseaux et tout. J'ai senti que ça me rongeait le cerveau. Et donc, j'ai pris grand plaisir à retourner dans le métro le matin à 7 heures du matin et tout. C'est vraiment merveilleux, en fait, j'ai de la chance. J'ai la chance de bosser à Paris aussi et d'être dans la rue dans Paris. Et ça, c'est quand même chouette parce que Paris, c'est une belle ville et je suis content d'y être. De retourner chez les gens parce que je fais aussi des domiciles et ça, c'est agréable. Il y a un rapport vraiment particulier Donc qui se crée aujourd'hui, quand comment ça se structure ton business? j'ai… 50-50 sur du online, offline ou comment? Ouais, je dirais ça. Je suis pas très bon en compta, mais je dirais, on peut dire au moins 50-50. Je fais du présentiel et ça, je vois que ça a quand même vraiment une valeur dans les individuels, comme dans les collectifs d'ailleurs. J'ai une matinée en studio, j'ai des domiciles et j'ai du online. Mais je vois malgré tout, tu vois, que je suis à nouveau rattrapé par des contradictions où le présentiel, c'est super, mais ça me prend du temps de transport. Et donc, du coup, maintenant, je suis un peu bloqué dans un truc où, comme ça me rapporte quand même des sous, je suis un peu dépendant de ça. Mais comme ça me prend du temps, ben, je ne peux pas développer d'autres choses complètement. Et donc, il va falloir que j'équilibre. Mais je pense que maintenant, j'ai l'énergie et l'envie de me réoccuper de ça. Mais donc là, depuis la fin des confinements et tout ça, j'avais entrepris de développer plus le online. Et d'ailleurs, j'ai une plateforme de cours en ligne, yogapourhomme.com, où il y a plein de cours en ligne qui reprennent le contenu du bouquin et Mhm. dont personne n'a entendu parler parce que j'en parle pas trop. Donc, j'ai quelques abonnés. Mais là, maintenant, je crois que c'est le moment de redéfinir un peu la structure du produit pour que ce soit plus facile d'accès pour les gens qui ne connaissent pas, de créer vraiment un chemin et de communiquer là-dessus. Je crois que ça va être mon prochain chantier. Et comme ça, j'aurai plus de temps pour le podcast et pour continuer à écrire. Et, parce que, par exemple, le podcast, si je pouvais faire ça toute la journée, je le ferais. Ça me plaît tellement. Mais pour l'instant, c'est moi qui paye pour le faire. Donc, c'est pas… C'est pas Économiquement, ce viable n'est pas viable. économiquement. Mais voilà, je te dis, enfin, là, récemment, je pense que je retrouve un bon niveau d'énergie et je mets le réveil et je me réveille avant le réveil même et tout. Et je me dis, ah, super, on va le faire. Donc,
Donc, je pense que de voir comment je peux pérenniser ça, parce qu'effectivement, c'est aussi un investissement. Ce n'est pas tout dans l'immédiateté, ça prend du temps, les choses. De voir comment je peux développer un peu plus l'aspect en ligne, mais cette fois, pas donner les cours en direct, mais du contenu automatisé. Ça va être ça le prochain chantier. Ok. Surtout que Et je dois avoir une centaine de vidéos qui sont faites, et bien faites, tu vois, filmées par un pro. qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ceux qui veulent se lancer sur du online? Quel type de modèle choisir? Qu'est-ce que tu as pu tester ou quelles sont les erreurs que tu as pu faire? Une des grosses plus-values, et ça c'était grâce à Raphaël notamment et à Damien Valli, c'est le plus rapidement possible de proposer des formules d'abonnement plutôt que des tickets, des séances à l'unité ou même en carnet. Parce que sinon, on court après les gens et puis les gens disent ah bah oui, mais moi je ne peux pas venir, etc. Enfin, c'est un peu une galère, surtout si on a pas mal d'élèves. Alors que la formule d'abonnement, c'est bien, c'est simple. Soit un cours par semaine, soit illimité. Donc, ça fait que 2 tarifs. Donc, ce n'est pas une usine à gaz ni pour vous ni pour eux. Et ça, c'est bien parce que ça crée quand même une certaine visibilité, parce que sinon, on est toujours dans l'incertitude dont on parlait tout à l'heure et c'est super anxiogène. Au moins, on peut se projeter d'un mois sur l'autre sur combien on peut gagner à peu près. De proposer aussi des abonnements annuels et des abonnements mensuels. Donc, les abonnements annuels, voilà, ils ne peuvent pas se désabonner. Abonnement mensuel, c'est plus cher, mais ils peuvent arrêter quand ils veulent. Voilà, donc ça, ce serait bien. C'est un des premiers conseils que je peux donner parce que ça permet quand même de poser une certaine visibilité. Après, probablement, moi, j'ai vu des modèles intéressants. Un mec qui faisait du mouvement un peu à la Ido Portal. Lui propose des formules progressives où ça peut être hybride. Il peut y avoir des cours en physique, des stages en physique et un abonnement mensuel. Et puis, il peut y avoir des cours en ligne, des cours en physique et puis l'accès à du contenu préenregistré. Des choses comme ça. Enfin, de varier les plateformes et les supports. À la fois, ça peut décharger du travail parce que forcément, plus on va vers du contenu qui est déjà enregistré, moins on a de travail à faire. Enfin, on l'enregistre une fois et après, le travail, c'est de la vendre. Donc ça, c'est bien, ça fait gagner du temps et de l'énergie. Et en même temps, pour les gens, je pense que ça instaure un nouveau modèle où ça leur permet de s'autonomiser un peu, où eux, ils vont prendre l'habitude de pratiquer tout seul avec un support, mais quand même tout seul, et que ça va venir soutenir la pratique en groupe, en présentiel ou en distanciel, mais en live. Ensuite, un autre conseil, c'est même si ça coûte de l'argent au début, c'est de se faire accompagner quand on ne sait pas faire. Et moi, il y a des moments où je pense que j'ai refait une sorte de mini burn-out parce que j'étais devenu marketeur, très modeste, mais Instagrammeur, monteur son, monteur vidéo, enseignant, machin. Et à un moment, j'ai pété un plomb, quoi. Donc, même si ça coûte de l'argent, il faut déléguer au moins des petites tâches. Par exemple, pour tout ce qui est community management ou montage vidéo ou montage son, il y a des possibilités de se faire aider. Et ça, c'est important. Soit sur l'aspect opérationnel, soit de se faire accompagner dans des coachings, que ce soit pour un podcast ou pour le business, par des gens qui savent faire. Alors, il y a plein d'offres, donc c'est difficile de s'y retrouver. Mais il y a quand même des gens compétents qui peuvent vraiment faire. On va dépenser de l'argent, mais on va gagner du temps et de l'énergie. Parce que le prix qu'on paye, c'est aussi pour payer le temps que les gens ont passé, l'expérience qu'ils ont acquise grâce à ça. Et donc, ils vont donner 2-3 conseils. Sur cette formule d'abonnement, par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était assez manifeste. Moi, je ne savais pas comment faire parce qu'il y a des gens, ils venaient une fois, puis il y a des gens, ils venaient 2 fois, puis il y a des gens, ils venaient 3 fois par semaine à la base avec les tickets. Et donc, je me disais, mais comment je vais faire pour les abonnements? Et j'étais en train de me prendre la tête, de faire au ratio du truc. Et Damien, il m'a dit, mais non, mais tu fais une formule pour un cours, une formule illimitée. Et puis basta. Et en fait, vous allez aussi payer les gens pour qu'ils vous disent des trucs qui sont évidents. Ou une fois qu'ils vous les disent, vous faites ah ouais, mais c'est tout con. Mais c'est tout con, mais moi, je n'aurais pas pensé, par exemple. Donc, il y a se faire assister, se faire accompagner, au moins au début, pour un temps. À mon avis, c'est essentiel. Si on n'a pas déjà des compétences à ce niveau-là, si on est déjà formé en marketing, ou je ne sais pas si c'est possible. Mais moi qui viens je pense que je suis
enfin, pardon de le dire comme ça, un bon prof, voire un très bon prof, puisqu'il y a des gens qui me payent quand même depuis 10 ans pour que je vienne leur donner cours, c'est que ça va. Mais par contre, là-dedans, je ne sais rien faire. Donc, il faut aller vers les gens qui sont compétents. Comme quand on va apprendre n'importe quelle discipline, si je veux apprendre les équilibres Le sur les mains, yoga, je vais le voir un yoga, professionnel. on va voir un bon prof. Et si on veut apprendre à vendre sur Internet, il faut aller voir des gens qui ont de l'expérience de la vente sur Internet. Et parce que c'est difficile quand on est auto-entrepreneur, un truc qui ne m'avait pas interpellé, mais bon, depuis la crise sanitaire, là, c'était assez manifeste. Il y a des moments où on est tout seul. Et franchement, d'être tout seul, c'est vachement chaud, quoi. De se sentir noyé, tu es tout seul. Et en plus, si tu ne fais pas bien, tu ne vas pas gagner d'argent et tu vas crever. Donc c'est un tout petit peu anxiogène comme truc, quoi. Donc, de sentir déjà qu'on n'est pas tout seul, c'est un plus. D'avoir quelqu'un qui dit « Ok, ça va aller, c'est bien ce que tu fais. » Enfin, c'est un peu con, on dit comme ça, mais c'est bien ce que tu fais et moi, je vais te montrer, on va y arriver ensemble. Déjà, tu souffles. Ça, c'est un des problèmes d'être indépendant. C'est marqué dans le titre. Mais c'est qu'il y a des moments où on est livré à nous-mêmes, quoi. Et donc, il y a des solutions pour ça. Il y a des solutions payantes, mais aussi, il y a des savoir s'entourer de gens. On peut aussi faire, je sais pas, une sorte de coworking avec d'autres entrepreneurs du même milieu et d'échanger au moins avec des gens, d'être en contact avec des gens qui ont soit des solutions, soit les mêmes difficultés. Tout ça, ça peut être salvateur. Donc, je pense que l'environnement, c'est essentiel aussi. Créer un bon environnement, voilà, soit de collègues, soit de professionnels à qui on fait appel, c'est essentiel. Comment toi, tu fais pour progresser tous les jours dans ton business? Même si tu viens de nous partager quelques conseils intéressants. Dans mon business, moi, j'essaie d'être déjà régulier et de travailler sur mes faiblesses. Donc, je sais que maintenant, ça peut être tout ce qu'il y a autour du business, donc de prendre plus soin de moi déjà, ça, c'est l'essentiel. De trouver des choses qui me nourrissent. Et comme je disais tout à l'heure, ce qui te fait manger, ce n'est pas forcément ce qui te nourrit. Donc, d'avoir des projets enthousiasmants, d'avoir de l'énergie, grâce au podcast notamment, ça, c'est essentiel. Là, j'ai pris plus soin de ma santé. J'ai pris des cours pour moi. Il y a 2 week-ends, je suis allé faire un stage de danse et ça se compte en années en nombre d'années, pardon. Ça fait des années, je vais y arriver, que je ne me suis pas levé un samedi matin pour aller m'entraîner moi. Et ça, j'ai fait waouh, tu as mis ton réveil, tu vas prendre un cours. Et ça, c'est super. Donc, d'abord, de prendre soin de moi, de régler. Moi, j'ai fait des thérapies, j'ai des groupes d'aide, voilà, de régler tout ce qu'il y a de perso. Et je pense qu'ensuite, je me dis que si parce que ouais, j'ai habité en Chine, j'ai appris le chinois. Si j'ai appris le chinois, si j'ai appris l'anatomie, si maintenant je suis prof parce que j'ai, malgré une hernie discale et de l'arthrose de hanche et tout, franchement, vendre des vidéos sur Internet, ça devrait aller, quoi. Mais j'ai mis longtemps à en être convaincu. Et donc, je pense que c'est trouver une sorte de stabilité intérieure qui, moi, est l'opérationnel et faire des posts Instagram et faire des pages de vente, c'est juste le sommet de l'iceberg, quoi. Et il y a un moment où ça n'allait pas parce que j'étais là-dessus toute la journée, alors qu'en dessous, c'était tout friable. Et ça a été un processus parfois pénible, mais nécessaire, où il y a des moments où j'ai lâché. J'ai fait OK, tu vas avoir de la chance. Et là, pour le coup, j'avais peut-être fait ce qu'il fallait, mais j'ai été aidé aussi. Et j'ai gagné l'argent nécessaire pour survivre et payer mon loyer et faire mes courses. Je n'ai jamais manqué de rien, même s'il y a des moments où j'ai flippé. J'ai eu l'occasion de me reconstruire et maintenant, je vais pouvoir développer. Mais je pense qu'il faut encore plus quand on est seul, il faut miser sur soi, sur sa santé, sur son confort de vie. Pas forcément pilou-pilou, mais bien manger, bien dormir, être bien entouré, s'entraîner un peu. Voilà. Est-ce qu'avec le recul et ton expérience aujourd'hui, est-ce que tu aurais fait les choses d'une manière différente? C'est marrant parce que si tu m'avais posé la question il y a quelques temps, j'aurais dit oui. Et là, je vois maintenant que je suis bien et je vois qu'il y a des moments où j'ai traversé des trucs quand même super durs, quoi. Des moments où j'ai cru que je n'allais pas m'en sortir, vraiment, vraiment. Et en fait, je vois que c'était aussi nécessaire. Donc, je dirais que tout est juste.
Et bien sûr, il y a des choses que je regrette. Je n'ai pas fait parfaitement, mais c'était peut-être des passages obligés. De toute façon, je peux pas revenir en arrière. Donc non, je dirais ça. Mais qu'il y a vraiment j'ai des bonnes surprises et que je pense que j'ai des bons retours parce qu'il y a des moments où j'étais vraiment merdique dans ma vie avec les gens et il y a d'autres moments où j'étais assez réglo et sans arrière-pensée. Je me suis pas dit tiens, je vais être gentil avec lui, comme ça va me rapporter un truc. Mais il y a des moments où j'ai pris soin des gens et 5 ans plus tard, il y a un truc qui revient où la personne, elle se rappelle, elle dit ah oui, Adrien. Et hop, il y a un petit cadeau qui tombe de nulle part quand on s'y attend le moins. Donc, non, je pense que d'essayer d'être conscient des gens et de prendre soin d'eux, même quand ils sont chiants, ça paye toujours. Mais il ne faut pas le faire pour obtenir un résultat, justement. Ok, top. Et est-ce que tu as un livre ou une ressource, un podcast que tu aimerais nous partager? C'est énorme parce que je pose exactement la question dans mon podcast. Ok. Alors, je vous invite, je fais un tout petit peu d'auto-promo, à consulter, à écouter le podcast La tête aux pieds, disponible sur toutes les plateformes. Sinon, moi, il y a un livre aussi qui m'a inspiré un peu dans mon parcours. Ça s'appelle Mu, M-U, Le maître et les magiciennes de Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky. Et ça, je recommande. Moi, il y a une période de ma vie où j'ai lu plein de livres sur la spiritualité et tout ça. Et ça, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu sur la spiritualité, où il raconte son parcours. Jodorowsky, c'est un artiste de théâtre, un scénariste de BD, un cinéaste. Donc, c'est un personnage à découvrir. Je ferai un épisode sur lui, je pense. Et il raconte son parcours sur comment il a appris le zen au Mexique, avec un maître japonais. Et donc, ça doit être sur 30 ou 40 ans, où il raconte 4 ou 5 rencontres avec ce maître. Et entre-temps, c'est entrecoupé de rencontres avec des femmes, mais pas forcément des rencontres amoureuses. Il y a une poétesse, il y a une artiste de théâtre, une masseuse. Et voilà. Et donc, c'est des rencontres homme-femme, homme-femme, homme-femme. Et lui, il progresse et son rapport avec le maître, il change aussi jusqu'à la fin où ils deviennent égaux. Et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Donc, je recommande ça. Il y en aurait plein d'autres, hein, les bouquins. On pourrait faire un podcast sur tous les bouquins que j'ai adorés et que voilà, c'est une série à faire entière. Mais voilà, je recommande ça d'aller voir Jodorowsky. Il est à la fois assez connu et plutôt méconnu. Mais je pense que ça mérite d'être découvert parce que c'est très inspirant. Et moi, il y a des moments où j'ai traversé le désert et si je ne l'avais pas eu, et même je l'ai rencontré, j'ai croisé vite fait, ça m'a sauvé de lire ces bouquins, quoi. Ok, excellent. Je mettrai en tout cas toutes les ressources. Merci en tout cas de tout ce que tu nous as partagé. Je pense que ça venait du fond du cœur et c'est hyper inspirant. Comme quoi, dans la vie, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des hauts, il y a des bas. Et si on trouve justement au fond de soi cette énergie, on peut construire de belles choses. Où est-ce qu'on peut te suivre, même si je mettrai le lien du podcast, mais où est-ce qu'on peut te suivre donc, sur le podcast, sur Instagram aussi, je crois que tu es pas mal sur actif. Instagram, il y a Adrien Mater Yoga. Sinon, j'ai un site, adrienmater.com. Et je suis très content d'avoir partagé sur mes bas, mais des moments, j'ai réussi des trucs quand même. J'ai l'impression de partager beaucoup les difficultés. Alors voilà, c'est sincère et si ça peut aider les autres, mais il y a des moments où il y a des trucs chouettes quand même. Hein. Je ne voulais pas plomber complètement l'ambiance. Ouais, voilà. Donc sur mon site, sur Instagram, sur Facebook aussi, Adrien Mater Yoga et Pilates. Mais je t'enverrai les liens si tu veux. Avec plaisir. Avec plaisir. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose pour les professionnels qui nous écoutent? Je pense que c'est un métier de passion. Et ça, c'est chouette, mais ça peut être usant aussi. Et donc, pour bien accompagner les autres, il faut aussi miser sur soi. Donc ça, c'était un peu le leitmotiv dans mon intervention, parce que c'était mon parcours. Évidemment, je me suis cramé en m'occupant des autres. Et il faut trouver un équilibre, il ne faut pas être centré que sur soi. Mais si vous avez quelque chose à transmettre, il faut le transmettre le mieux possible, le plus longtemps possible. Et ça marche que si vous êtes en bonne santé.
Donc, si vous mangez bien, vous dormez bien et surtout si vous êtes bien entouré. Ça, c'est important aussi. S'entourer des bonnes personnes et savoir aussi être seul, mais s'entourer des bonnes personnes, ça me paraît essentiel. Top. Merci beaucoup, Adrien, en tout cas. Merci à toi. Merci à tous d'avoir suivi le podcast. Un petit 5 étoiles par rapport à la plateforme où vous êtes, un petit commentaire, ça serait bien. Ça permet au podcast de se faire connaître. En tout cas, merci pour tout. Et puis, au plaisir de se voir dans la vraie vie. Et avec puis, grand plaisir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à tous. Salut, Andy. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.